Théophile Yarou, précédemment directeur général du Céphale, ancien ministre de la Défense nationale, élu du peuple, député de la 7e législature, au niveau de la 7e circonscription électorale. Oui, c'est lui, notre hôte, pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Avec l'acteur politique, il sera question de la préoccupation l'une qui revient de façon récurrente et cette fois-ci de façon persistante, l'appel au renouvellement de la classe politique. Nous en parlerons dans quelques instants. Théophile Yarou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous portez? Je me porte très bien. Aisé de vivre ces moments d'épreuve pour toute une classe politique? Aisé peut-être pas, mais quand même on apprend beaucoup de ce qui se passe en ce moment au niveau de la classe politique. On ne cesse jamais d'apprendre, mais nous disons quand même que c'est le jeu démocratique, avec quelques petites, disons, erreurs à corriger, mais globalement, je pense que nous sommes là, nous observons. Voilà. Oui, la classe politique vit une période toute particulière. En tout cas, ça, c'est l'observation de bon nombre d'acteurs politiques, mais aussi d'observateurs avertis de l'actualité socio-politique, économique. L'appel, je le disais d'entame, est de plus en plus à un renouvellement de la classe politique béninoise. Théophile Yarou, vous qui côtoyez aussi l'arène politique, acteur politique vous êtes, est-ce que vous comprenez cet appel insistant de bon nombre des vôtres? Tout à fait, je comprends cet appel et il est d'ailleurs légitime dans la mesure où c'est un processus, tout comme la vie ordinaire, la vie biologique. La vie politique également est un processus de renouvellement et également un processus de transmission de savoir. Lorsqu'on s'inscrit dans cette dynamique, je peux dire que l'appel de bon nombre d'observateurs, ou même d'acteurs politiques, à un renouvellement de la classe politique est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, nous sommes à la croisée des chemins en ce moment, avec l'actualité politique de notre pays, où depuis 1960, nous avons vu des acteurs qui continuent de dire qu'ils sont toujours actifs au plan politique. Certainement, oui, mais au plan productivité, peut-être qu'on peut en redire par rapport à cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que nous vivons ce que j'appelle des signaux ou des signes d'un lendemain meilleur. Parce que si ce que nous vivons arrivait à inspirer la jeune classe politique, ou toute la jeunesse entière, je pense que bientôt nous allons amorcer une sorte de révolution. Alors, révolution, vous parlez justement de passage d'une étape à une autre. Mais là, je suppose aussi qu'il y a une certaine relève de préparer. Est-ce que les acteurs politiques au Bénin travaillent justement à ce qu'il y ait, après eux, une succession digne du nom? Je pense qu'au lendemain des indépendances, il y a eu un effort de préparation de la relève. Et si vous vous rappelez, entre 1960 et 1970, les gouvernements qui se sont succédés, même si c'était vraiment dans une instabilité notoire, ont quand même donné plus d'importance à la formation politique de la jeunesse en ce moment-là. Et on a constaté un bon nombre de jeunes qui ont été envoyés dans certains pays pour aller se faire former sur le plan politique, sur le plan idéologique. Nous avons vu les mouvements vers la Russie, des mouvements vers un certain nombre de pays communistes, mais également des mouvements vers la France. Et la jeunesse en France avait été, en fait, disons, la pierre angulaire qui a, disons, travaillé pour l'avènement de notre pays à l'indépendance. Donc ça veut dire que si vous voyez, je prends des exemples comme les Robert Dossou, les Tewedjire, un certain nombre étaient du côté de la métropole, ont été bien formés politiquement et après sont venus, juste après les indépendants, pour, disons, assurer les fonctions politiques. Alors aujourd'hui, quand vous observez, est-ce que vous avez l'impression que les militants continuent de bénéficier d'une certaine formation? Aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appelle la perte des valeurs, la perte des repères.
et la perte également de l'éthique et de la conscience politique. Les acteurs politiques majeurs aujourd'hui ne s'en préoccupent pas parce que justement veulent s'accrocher à vie. Ils veulent s'accrocher à vie et ne donnent pas la chance aux jeunes d'aller se former. Ensuite, nous sommes dans ce que j'appelle une perte d'idéologie, parce qu'aujourd'hui, la politique au Bénin ne se fait plus sur la base d'une idéologie. Il n'y a pas un idéal politique qui rassemble les gens. Il n'y a que des intérêts, disons, individuels, égoïstes, qui mettent les gens ensemble et se disent, nous sommes ensemble. D'ailleurs, vous allez voir les mouvements de la classe politique dans notre pays, les partis politiques. Juste après la conférence nationale des forces vives de la nation, il y a eu un mouvement de formation de partis politiques. Et ces partis politiques avaient véritablement bien démarré. J'ai encore en mémoire notre cause commune, le Phare à Lafia, l'UDS, l'ARB, le PRD, un certain nombre de grands partis qui s'étaient formés au lendemain de la conférence nationale. Mais progressivement, disons, cette perte d'éthique et de valeurs morales, cette fuite de responsabilité de nos aînés nous a conduit aujourd'hui à disons, une ambiance dans laquelle tous les opportunistes peuvent véritablement nager et pêcher en eau trouble. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la classe politique qui est là. C'est un panier à crabes. Des opérateurs économiques qui ont coopté un certain nombre de gens qui au départ n'avaient aucune formation politique, n'avaient aucune expérience de militantisme. Je ne vais pas donner des exemples, mais vous voyez mon regard. Les acteurs majeurs aujourd'hui, qu'on peut appeler des politiciens aux côtés du chef de l'État actuellement, au départ, déjà au moment des indépendances et juste après la conférence, n'étaient dans aucun parti politique du pays. Soit ils étaient à l'extérieur, soit ils ont été appelés à cause de leur technicité pour occuper des hautes fonctions et subitement se sont découverts des aptitudes politiques. Et là, c'est ça qui explique aujourd'hui la situation que nous vivons dans notre pays où nous n'avons plus d'idéal, nous n'avons plus aucun parti politique, en dehors, ça il faut le noter, en dehors du PCB, qui est resté, le Parti communiste du Bénin. Le Parti communiste du Bénin, qui est resté droit sur ses bottes. Et je pense qu'avec ça, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, du point de vue idéologique, c'est le seul parti politique. C'est le seul parti politique. Donc la jeunesse, elle est appelée à se jeter à l'eau pour prendre en main son destin. Mais quand vous l'observez, vous la trouvez apte, prête pour une telle mission? La jeunesse béninoise est apte pour telle mission. La jeunesse, contrairement à ce que d'autres ont dit ici, la jeunesse béninoise regorge de beaucoup de compétences. Il faut simplement vivre dans la fonction publique. Il faut avoir travaillé au sein de l'administration publique pour s'en rendre compte. Mais ces compétences ne sont pas valorisées. Ensuite, aujourd'hui, nous avons également, du côté de cette jeunesse, cette course effrénée et à la limite prématurée vers l'argent, vers l'opulence, vers l'accumulation de biens matériels. Et ça met la jeunesse béninoise en difficulté par rapport vraiment à la classe politique qui, elle profite de cela pour faire de l'instrumentalisation de la jeunesse et de la manipulation politique. Ça les maintient et puis on dirait que bon, c'est bien, c'est tout. Quand on observe quelques-unes d'entre elles à l'œuvre, parlant de cette jeunesse-là, beaucoup observent, dit-on, avec un certain pincement au cœur, à croire qu'ils risquent de faire pire que leurs aînés. Vous avez quelquefois ce sentiment-là? J'allais dire que sur ce point, je pense que la jeunesse peut encore mieux faire. Moi, j'ai confiance en la jeunesse. Pour avoir participé au gouvernement, j'ai vu des jeunes cadres, moins de 40 ans, des gens de bonne moralité, des gens de vision, mais qui manquent de cadrage, qui manquent d'appui et qui, disons, ont bénéficié d'un système qui ne leur permet pas vraiment de, faire valoir leurs idées. Mais ce qui mine aujourd'hui la classe politique, c'est la corruption généralisée.
d'abord de notre système politique. Ensuite, c'est, disons, l'importance de plus en plus grandissante que prend l'argent dans le déterminant politique. L'argent est devenu aujourd'hui le seul moyen et le seul argument de se faire élire. Et le système politique que nous avons, disons aujourd'hui jusqu'à nos jours, favorise un tel phénomène. Quand par exemple vous demandez au chef de l'État ou au gouvernant d'être probes, d'être des gens intègres, alors qu'au moment de leur élection, vous en avez exigé d'abord, vous avez exigé des prébendes, vous avez exigé des présents, vous avez exigé de l'argent pour voter leur projet de société, ou en tout cas voter pour une ou l'autre partie donc, de la classe politique, ça pose déjà un problème au niveau de la population et au niveau de la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse, comme je vous l'ai dit, qui, disons quand même, se laisse utiliser par ces politiciens ou par ces hommes d'affaires qui ont de l'argent et qui les manipulent. Disons que les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets, mais je pense qu'il faut des points, c'est-à-dire il faut une réforme globale de notre système partisan. Il faut également la restauration des valeurs morales et éthiques dans notre pays. Oui, beaucoup aujourd'hui se demandent si cet appel, devenu un peu plus pressant, ne risque pas de conduire à une certaine crise générationnelle. Vous faites aussi cette lecture? Non, d'abord, cet appel, moi, je le lis comme une prise de conscience généralisée de la jeunesse. Et si c'est le cas, je pense que la jeunesse a de beaux jours devant elle. Parce que ce qui va se passer bientôt, vous voyez, nous avons la génération de ceux que j'appelle nos aînés, qui ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, nous avons une jeune classe politique qui monte, appuyée par des jeunes, parfois diplômés, mais qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont envie que leur pays change et qui ont des idées à apporter. Je pense que si tout ce mouvement se met ensemble, on aura la formation d'une énergie qui va nous pousser vers ce que j'avais appelé la révolution, mais la révolution du point de vue éthique, moral et idéologique, mais pas la révolution dans la violence. Non, je ne suis pas partisan du tout des méthodes violentes pour vraiment opérer des changements, mais je suis dans ce que nous appelons aujourd'hui, par exemple, dans les pays maghrébiens, il y a eu 2 ans aujourd'hui ou 3, ce qu'on a appelé les printemps arabes, etc., etc. Je suis sûr que nous évoluons vers quelque chose du genre. Et puis, il faut voir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Les printemps arabes et consorts sont nés de l'évolution aussi de la technologie, les réseaux sociaux. Et donc, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, la jeunesse peut beaucoup de choses, la jeunesse peut changer la chose. Et ce n'est pas une crise de génération, c'est une crise, je pense, tout à fait normale. Les sages doivent avoir des fonctions de sagesse qui consistent à assister et accompagner la jeunesse, parce que nous sommes dans un processus d'apprentissage. Lorsque vous n'apprenez pas en présence du chef, vous ne pouvez pas bien apprendre. Il faut bien que le maître soit là pour vous dire là c'est bon, là ce n'est pas bon. Mais nos aînés attendent d'abord complètement de passer de vie à trépas avant que la jeunesse ne prenne le pouvoir. Un passage de témoin est difficile, sinon impossible. Alors, quelle est votre plus grande attente pour cette classe politique et face à cet enjeu qui s'impose désormais? Et ce sera ensuite votre mot de fin. On pourra mettre un thème à cette émission. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, je voudrais appeler d'abord l'intelligence de la jeunesse béninoise et en même temps également en appeler à la sagesse de nos aînés, de nos gouvernants, pour vraiment qu'ils puissent écouter cette jeunesse. Il y a des signaux, il y a des langages, des manifestations qui montrent que cette jeunesse a envie de se mettre en scène. Il faut donc laisser cette jeunesse
vraiment arriver aux affaires. Et ce faisant, la classe, comme vous le dites, de nos aînés, pourrait donc accompagner cette jeunesse pendant un certain temps. Ce qui s'est passé en 90, la plupart de ceux qui étaient à la conférence nationale avaient en moyenne 45 ans. Les acteurs principaux, vraiment, de l'époque, la moyenne d'âge était de 45 ans. Ou au maximum 50 ans. Donc aujourd'hui, on refuse. On pense même que quelqu'un qui a 40 ans n'est pas apte, n'a pas toutes les aptitudes nécessaires pour diriger un pays. Ce sur quoi je m'inscris, moi, en faux. Mais, à l'endroit de la jeunesse, je voudrais en appeler à leur conscience. L'argent ne fait pas le bonheur. La corruption, se laisser corrompre, c'est se laisser étouffer. C'est vraiment empêcher l'estime de soi, comme je le disais. C'est-à-dire que quand vous vous laissez corrompre, vous n'êtes plus libre de vos paroles. Vous n'avez plus la liberté d'expression. Donc, vous vous privez d'un certain nombre de possibilités, de marge de manœuvre. Et ça vous réduit à l'inactivité, à l'impuissance. Et c'est ce à quoi il faut vraiment appeler l'attention de la jeunesse pour qu'elle ne tombe pas dans ce piège, dans le gain facile, mais plutôt dans la compatibilité, dans la conviction, dans le militantisme. Et voilà ce que je peux dire en direction donc de cette jeunesse. Merci à vous, Théophile Yaro. Mesdames, Messieurs, merci aussi pour nous avoir suivis. Se laisser corrompre, c'est se laisser étouffer. C'est sur cette phrase pleine de sens que nous allons mettre un thème à ce numéro de votre émission Entretien du jour. On se retrouve très bientôt pour un autre plateau, toujours avec le même engouement.